Όταν εδώ και μερικά χρόνια απευθύνθηκα σε Γάλλους συναδέλφους, ρωτώντας τους, μα τέλος πάντων το μέτωπο της Θεσσαλονίκης δεν είναι αντικείμενο ερευνητικής δραστηριότητας, υπάρχουν διατριβές οι οποίες βρίσκονται υπό εκπώνηση και εύλογα ερωτήματα αυτού του είδους. Δύο ονόματα κυριαρχούσαν τότε στο στερέωμα. Το ένα ήταν του Πατρίκ Φακόν και το δεύτερο ήταν της Φρανσίν Σαν-Ραμόν. Η Φρανσίν Σαν-Ραμόν, η οποία εκπώνησε μία διατριβή υπό την καθοδήγηση μάλιστα ενός ειδήμονα της περίοδου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Γκί Πεδρονσινί, ο οποίος είναι γνωστός και από τη μεγαλειώδη μελέτη του για τις στάσεις στους κόλπους του Γαλλικού στρατού την άνοιξη του 1917. Η Φρανσίν Σαν-Ραμόν, λοιπόν, εκπώνησε μια διατριβή στο Πανεπιστήμιο 1 του Παρισιού με θέμα ακριβώς την εικόνα της Θεσσαλονίκης έτσι όπως προκύπτει μέσα από την ιδιωτική αλληλογραφία των Γάλλων στρατιωτών. Επίσης, είχαμε την χαρά να την φιλοξενήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2003 στο πλαίσιο του μεγάλου διεθνούς συμποσίου που είχε οργανώσει τότε το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Έμου με κεντρικό θέμα την σημασία του θεάτρου της Θεσσαλονίκης στην τελική έκβαση του πολέμου και θυμάμαι πολύ καλά τον χαρακτηριστικό τίτλο της ανακοίνωσης της Φρανσίν «Le planquet du front d'Orient». Επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι στρατιωτική έκφραση, οι γλυψιματίες του μετώπου της Ανατολής, σε αντιδιαστολή βεβαίως με τους άτυχους οι οποίοι πολεμούσαν στο δυτικό μέτωπο. Το περίπου παρεμφερές είναι και το θέμα της σημερινής της ανακοίνωσης. Θα της δώσω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο. Francine, vous avez la parole. Je vous remercie infiniment, vous, organisateurs, Yanis Morelos, monsieur le professeur Yanis Morelos, ainsi que toute l'assistance, chers participants et amis. L'expression front de Salonique a été usitée dans la mémoire française et chez les descendants de ces combattants. Selon ces familles, le front d'Orient aurait été réduit à la présence d'une armée qui aurait séjourné à Salonique et dont l'expédition des Dardanelles et la campagne de Macédoine n'auraient été que des sous-parties. On constate ainsi d'ores et déjà le décalage entre les réalités et la mémoire du front d'Orient. Au niveau des témoignages, je me suis intéressée à l'expérience des soldats, à la vie quotidienne de ces derniers, à leur point de vue. Je me suis intéressée à ces hommes du rang, ruraux en majorité, qui n'ont pour la plupart jamais évolué au-delà de leur sous-préfecture en France et qui sont propulsés à 3000 km brutalement, sans préparation et sans connaissance culturelle sur les lieux vers lesquels ils sont transportés. Il faut en effet des ruraux, et je retrouve beaucoup d'arguments identiques avec Yasmina, qui a décrit les combattants serbes. Vous le verrez, il va y avoir des redondances avec ce que vous avez dit. Car il faut attendre en France 1931 seulement pour que la population urbaine dépasse la population rurale. J'articulerai ainsi mon exposé en 3 grands thèmes. 1. Le contexte de l'arrivée des hommes à Thessalonique dans la thématique du concept de l'Orient et de la place de la ville dans cet espace. Toujours dans la même optique, ma deuxième partie parlera des perceptions de la ville et des populations par les combattants français.
Enfin, j'analyserai les conséquences de la désinformation sur cette expédition dite de Salonique. L'échec de la tentative alliée de forcement des détroits, le renoncement à la prise de Constantinople, l'entrée en guerre de la Bulgarie, la nécessité d'entretenir un front périphérique de revers afin de retenir, loin du théâtre occidental, une partie des effectifs militaires des empires centraux, ont pour conséquence l'ouverture d'un second front en Orient. L'arrivée de troupes alliées à Salonique est un prétexte aussi pour masquer l'échec des Dardanelles. L'entrée en guerre des Bulgares et l'invasion de la Serbie amie sont l'opportunité de cette arrivée de troupes. Le problème est qu'il existe un profond clivage entre la version donnée aux troupes alliées et le contexte politique et diplomatique que vous connaissez bien, tendu entre les Alliés et la Grèce et que je n'évoquerai pas dans cette conférence. Salonique représente pour les Alliés une deuxième chance pour la victoire éclair après l'échec des Dardanelles. Le sort de l'armée d'Orient dépend de la maîtrise de la ville. Ouverte sur la mer Égée, reliée à son hinterland par des voies ferrées, cette ville portuaire est dans ce secteur des Balkans la seule dont les infrastructures soient en capacité d'accueillir une armée importante. La base de Salonique devient alors le poumon de l'armée d'Orient. À défaut d'avoir pu arriver en triomphe à Constantinople, Salonique prend le relais et devient la nouvelle métropole orientale, entre guillemets, de rattrapage, certains que l'on surnommé la petite sœur de Constantinople. Pour arriver à Thessalonique, les soldats français embarqués dans un premier temps des ports de Marseille et Toulon font la traversée de la Méditerranée et débarquent à Salonique. Mais le trajet devient très dangereux et un deuxième itinéraire est mis en place à partir de 1917 en traversant toute l'Italie et en utilisant la base de Tarente. De la base de Tarente, en 2 jours et demi au lieu d'une semaine, les soldats traversent en bateau jusqu'au port d'Itéa et puis sont véhiculés par camion, puis par le train jusqu'à Thessalonique. Quelques mots sur le contexte de l'arrivée des troupes françaises. Les 2 modes d'acheminement, donc, et venons-en au profil des combattants français engagés. Les combattants d'Orient proviennent de 2 types de recrutement. D'une part, des unités entières, 8 divisions se sont trouvées au maximum, soit près de 100 000 hommes, et l'intégration de volontaires recrutés dans toute la France. Les célibataires non chargés de famille sont davantage représentés, plus volontiers enclins à l'aventure. Une partie de ces hommes vient des régions envahies, ce sont des hommes qui sont sans nouvelles des leurs. Les motivations sont variées. L'envie de voir du pays, d'échapper au désespérant front métropolitain et à la guerre de position. Être plus utile que dans cette stupide guerre des tranchées, je cite. Connaître la fin de l'odieuse oisiveté désespérante de la tranchée. Être acteur d'une guerre de mouvement spectaculaire face à des adversaires moins bien armés que les Allemands. Il traîne dans les esprits l'idée d'un front plus facile, l'idée d'un engagement de type colonial. D'autres profils sont plus originaux. On permet aussi à des légionnaires condamnés de partir en Orient pour se racheter et d'échapper ainsi aux bataillons disciplinaires d'Afrique et à la prison. La désertion est aussi plus difficile. On trouve également engagés des syndicalistes dérangeants sur le front de France. À partir de juin 1917,
on se débarrasse de certaines unités sur le front français qui se sont mutinées en les envoyant en Orient. Autant pour les Dardanelles, l'on savait que l'on allait directement entrer en contact avec l'ennemi, autant dans le cas de Salonique, tous les hommes ont dans la tête qu'ils vont débarquer en pays ami, ce qui les réconforte. Effectivement, la perception de l'Orient balkanique dans les esprits est totalement idéalisée, en particulier par l'impact de la culture classique, le respect des civilisations de prestige qui s'y sont succédées, y compris l'Empire ottoman, et aussi par les impacts de l'orientalisme sur les esprits et par la littérature, en particulier les écrits de Pierre Loti, Farrer, Bernardin de Saint-Pierre. Pour ce dernier, l'Orient, c'est l'innocence primitive opposée à la civilisation corrompue. Dans les imaginaires, l'Orient est imprégné des fastes de l'Empire ottoman à son apogée. C'est référence à Pierre Loti, bien sûr. C'est un monde opulent, urbain, doté de palais, où les populations jouissent d'une aisance matérielle et d'un art de vivre, en somme, un monde idéalisé. La femme, quelques clichés sur les femmes orientales. Ce sont des cartes postales qui circulent dans tout le bassin méditerranéen et on trouve que l'on aille à Alexandrie ou dans n'importe quel pays méditerranéen, on trouve les mêmes cartes qui sont vendues et on les retrouve à Thessalonique. Les guerres balkaniques qui ont eu lieu 2 ans auparavant n'ont pas été prises avec grand sérieux dans les opinions populaires et ont été l'objet de caricatures dans la presse. Elles n'ont pas cassé le mythe de l'Orient qui préexistait. Les combattants français connaissent également très bien les souverains des États balkaniques, via l'école et aussi les publicités. Au début de la guerre, aucun des États balkaniques, y compris la Turquie, n'est un ennemi potentiel, ce qui est aussi un argument intéressant. Ce rêve d'Orient va se heurter aux réalités de la découverte d'espaces martyrs et des populations en détresse. C'est ainsi que les Français arrivent à Salonique. Nous sommes dans la désinformation totale, car les réalités trouvées sur place sont bien loin des aspects idéalisés. La perception de la ville et de ses habitants. La découverte de la ville se fait depuis le bateau. Je vais être bref parce que ma collègue Yasmina a donné à propos des Serbes exactement la même vision qu'ont les combattants français depuis le bateau, c'est-à-dire une ville extrêmement attractive, rassurante. C'est un port vivant qui tranche avec les paysages vides d'hommes aperçus du bateau jusqu'alors. Le port apparaît comme une oasis. Les hommes ont été inquiétés par la traversée, le caractère sauvage des rivages et des îles, faiblement denses d'hommes. Ces paysages qui, de nos jours, nous font tant rêver, sont perçus comme inquiétants, peu prospères, avec une nature peu généreuse. Aussi, les hommes sont-ils rassurés devant cette magnifique baie au cadre grandiose. De loin, l'émerveillement est perceptible. La vue de Thessalonique depuis le bateau répond bien aux attentes des hommes et l'optimisme est de rigueur. Ceux qui arrivent du front de France expriment leur contentement. Enfin, un pays civilisé où ils commencent à voir une ville non affectée par la guerre, avec des civils, où il existe une population civile et où les maisons ne sont pas démolies. Ils s'émerveillent de l'aspect grandiose des monuments, mais ne sont pas toujours précis dans leurs interprétations.
Ils méconnaissent l'architecture religieuse musulmane, le nombre impressionnant de minarets ainsi que leur forme de cierge éteint les étonne. Des commentaires originaux sont entendus. Ainsi, un adjudant les confond avec des cheminées d'usine, trouvant la ville d'ailleurs très industrielle. Et de plus, il note que les cheminées sont dotées de drôles de balcons. Il voit la ville pleine de civils, donc je le répète, ce qui est rassurant. C'est donc cela, Salonique, les imaginations avaient si longtemps rêvé de Stamboul. Pour la voir, on avait souffert aux Dardanelles. Une plus petite princesse était devenue l'héroïne de la nouvelle aventure. On approchait d'elle avec la ferveur et l'émoi des croisés, je cite, qui découvraient les cités de l'Orient. En s'approchant, l'architecture apparaît, devient plus distincte et les avis divergent. Parce qu'en effet, il voit une architecture tout à fait originale à Salonique, mais qui ne répond pas aux critères de l'architecture qui les a fait rêver dans les récits d'Orient sur l'Orient. Et il trouve que l'architecture est laide finalement, que les habitations, les couleurs sont laides aussi, et ressemblent à des gâteaux, que les maisons ressemblent à des gâteaux. Dès leur débarquement, ils sont conduits vers le centre par l'avenue Koundoutiris, large artère bordée d'immeubles dits médiocres, mal pavés et envahis par une poussière invraisemblable. Plus tard, ils longent le quai Niki, dit de la Victoire, garni d'innombrables bâtiments et embarcations. Le coin de la tour blanche surprend agréablement, mais, disent les combattants, ça, c'est encore du chez nous, cette architecture, nous la connaissons. Où est l'Orient? Peut-être est-il un peu plus loin. La descente à terre n'est pas dans la continuité des émerveillements précédents. Ils sont frappés, comme cela a déjà été dit, par le manque d'hygiène, par c'est une agglomération finalement qui, en arrivant, est composée de masures et lépreuses. Et au bord d'un golfe, je cite, putride, un cloaque baigné de lumière. Et tout de suite, il rencontre les populations. Une crise d'identité multiforme se manifeste par rapport à la Grèce et aux Grecs. On constate un net décalage entre les attentes, l'enthousiasme de ces soldats français venus en sauveurs des Grecs à Salonique et l'accueil glacial reçu. Ils font des gestes de sympathie depuis le bateau auxquels les autochtones ne répondent pas. Et effectivement, le 5 octobre, vous connaissez les événements, la démission de Venizelos. Ils ignorent qu'ils débarquent dans un pays avec des graves tensions internes, en pleine réorganisation, et de plus accablés par des années de guerre, et dans une ville qui n'a été rattachée à la Grecque que depuis 2 ans. Le froid glacial et l'accueil les interpellent, et les réactions ne se font pas attendre. Les réalités sont tout autres, et c'est par l'humour qu'ils vont répondre et par l'agressivité. Ils se trouvent face à des populations balkaniques, hétérogènes, qui sont lasses des guerres, des passages de troupes, et qui se répondent par l'indifférence. Alors cette hétérogénéité est extrêmement mal perçue. Le cosmopolitisme étonne les hommes, les agresse. Ces populations leur manifestent cette indifférence, blesse leur amour-propre. C'est un mélange, je cite, cocasse, indescriptible de peuples et de coutumes, pêle-mêle qui semble sortir de l'imagination de Dante, commente un soldat. Une cohabitation qui leur semble sans logique, voire insupportable.
je vous cite quelques lignes d'un soldat. Prenez la rue du Caire. Alors, il y a beaucoup de références aux expositions universelles de Paris, donc, qui sont des bains d'exotisme artificiel, et donc ils sont imprégnés par prenez la rue du Caire de l'exposition universelle, mijotez quelque temps dans la puanteur des épandages, saupoudrez de boue, de crottes et d'ordures ménagères, versez le tout dans la zone des chiffonniers de Saint-Ouen, agitez et servez chaud comme garniture, et pour pimenter la présentation, prenez des soldats de tous les pays alliés, et voici la recette pour composer ce dessert des yeux et de l'odorat. Et les Saloniciens, qui sont-ils? Personne ne le saura. Grecs, Turcs, Juifs, amalgame, sans se fondre ni se confondre. Ce qui amène au regard sur les Grecs et à la Grèce. Ces hommes, certains ont fait des études, on connaît la Grèce, on a assisté au XIXe siècle à une admiration pour la culture classique de la Grèce. Il s'ajoute à partir de 1850 l'apparition d'un mysticisme blanc qui prend la Grèce antique pour référence absolue, l'idéal du marbre blanc représentant l'homme blanc. Ces idéologies sont présentes dans les théories de l'hellénisme des écoles allemandes. La première déception est que les soldats pensent retrouver la Grèce et les Grecs du temps de Périclès. Et nous ne sommes pas loin des thèses de Gobineau. Un chroniqueur grec, dans l'opinion de Salonique, se moque des Français. Il dit, je le cite, que les Français s'attendaient à trouver une évadée de musée, une statue qui remue comme par miracle. Voilà ce qu'est la femme grecque pour la majorité. On consent à grand-peine à l'imaginer sensiblement différente de la Vénus de Milo, et si on lui accorde le droit de posséder des bras, ceux-ci doivent plutôt servir à faire des gestes harmonieux qu'à travailler. Le regard négatif sur les Grecs s'amplifie avec le contexte politique et l'influence de la presse. Et donc là, je vous montre la foule, une image de désinformation, la foule grecque qui attend les Français. Donc, les problèmes internes grecs vus par la caricature, le roi de Grèce, Sophie de Hohenzollern, sœur du Kaiser. Donc, tous les ingrédients qui justifient ces réactions. Un changement s'opère en 1917. La Grèce échappe enfin aux pédants germaniques. Et on sent là un retournement de situation dans la vision des Grecs. Alors sur l'architecture, j'en reviens à l'architecture et les rites observés. La vision négative, effectivement, sur l'architecture balkanique. Irrésistible besoin de parodier l'Orient dans l'architecture salonicienne. Arrivés à Salonique, ils ont en horreur ces maisons simili-occidentales peintes en bandes vanille et citron. Le même mépris s'exprime, donc là nous voyons les soldats qui débarquent, la presse qui véhicule l'accueil des Grecs dans la presse française, alors que ces photographies ont été prises en fait à Lemnos. La vision des populations hétérogènes. Alors sur l'architecture et les rites orthodoxes, il y a une incompréhension des rites orthodoxes. L'architecture religieuse byzantine, donc ils vont visiter les quelques églises, est marquée par l'absence de statues.
L'absence aussi de clocher, doigts levés qui montrent le ciel, rien de cela qui crie l'idéal. L'absence de confessionnaux les choque. L'officiant est un homme parmi les hommes, sans jamais atteindre au symbole. Les fidèles ne montrent guère de respect. L'évolution de l'officiant par rapport à l'iconostase, je cite, « Il y a disparition momentanée des officiants derrière l'iconostase, puis réapparition. Et l'un des soldats dit « Coucou, le revoilà !» On se serait imaginé au Châtelet avec 2 ou 3 changements de décor pour un seul acte. Donc la religion est orthodoxe dans les descriptions est vue comme une forme dégradée, décadente du christianisme. Toutefois, la vision de la mort et les démonstrations de la douleur étonnent et bouleversent les hommes. Dans quelques rues de Salonique, l'architecture de bois épisé n'est absolument pas valorisée dans les commentaires. Voilà. Donc le regard sur la mort, on note une évolution des regards sur les populations qui vont de la compassion à l'agressivité, mais des jugements de valeur sur les dénûments des populations sont émis. Ces populations, ces Macédoniens, vus à Salonique, en conclusion, ils ne les reconnaissent pas comme des Grecs. Les siècles, et un soldat dit, les siècles ont donné aux Macédoniens l'habitude et la volonté de mourir pour leur dernier dominateur. Et le regard, donc, ce sont des populations, en fait, qui ne s'en sortiront jamais, je résume. Ils vivent comme les rois fainéants. J'ai placé à droite une photographie d'un livre d'histoire français qui représente les Mérovingiens, qui sont très dévalorisés dans la vision qu'on en a eu longtemps. Et donc, il y a, on se croirait à l'époque des rois fainéants. Ils ne cessent de se moquer des populations qu'ils voient. Ils trouvent que les femmes ont l'air de bobines dans leurs costumes. Ils les appellent les bobines et que les enfants sont déjà de petites bobines. Alors nous voyons là des opérations qu'on pourrait appeler de maintien de l'ordre. Parce que ce qui est, j'en parlerai plus loin, les soldats sont en perpétuelle insécurité. C'est pourquoi cette détresse apparaît dans leurs commentaires. Les réfugiés, maintenant, dans cette ville, il y a des habitants, mais il y a aussi des réfugiés. La présence des réfugiés est extrêmement visible. Il y en a beaucoup dans les églises de Salonique et également près du camp des Alliés de Zaytenlik. Des déplacements considérables de population sont en cours, parmi lesquels beaucoup le sont suite à des échanges officiels de population issus des traités de Bucarest et de Londres et qui n'ont pas été encore solutionnés. On constate la présence de communautés grecques échangées dont la question du logement n'est également pas encore réglée à l'arrivée des Alliés. D'autres réfugiés grecs se superposent à partir de 1915 suite à l'occupation de la Valachie et de la Thrace orientale par les Turcs et les Bulgares. Outre les Grecs, des Koutsovalaks venus de Roumanie sont présents également. À partir de 1915, Salonique voit arriver des Serbes réfugiés des villages de Macédoine. Au début de l'année 1918, arrivent aussi des réfugiés russes, sans compter les réfugiés du futur grand incendie dont je vais vous parler plus loin. Près du camp de Zaytenlik est le village de... Voici les réfugiés dans les églises. Oui. Près du camp de Zaytenlik est ce qu'on appelle le village blanc blindé.
de réfugiés, car il est fait avec des bidons récupérés, campement curieux de réfugiés nomades, ni à choléra, disent les soldats. Et on peut voir parmi ces populations réfugiées des signes de sous-nutrition extrêmement graves. À voir cette photographie. Alors, je vous montre là des opérations que j'appelle de maintien de l'ordre, où l'on va vérifier l'identité des populations, parce qu'effectivement, les soldats ne se sentent pas en sécurité sur le territoire macédonien, et il y a des problèmes, ils se plaignent, certains se plaignent de se faire tirer dans le dos, il y a des infiltrés acquis à la cause des empires centraux, et ce qui oblige, ce qui impose aux soldats de faire ce type de contrôle. Alors, nous voyons là la manifestation d'un complexe de supériorité. Les soldats français ont le sentiment de se voir superposés à un conflit en cours non terminé dans la continuité des guerres balkaniques. L'adversaire n'est pas clairement identifié. Une partie de la population macédonienne adhère à la cause bulgare. Et puis, des jugements sur les ruraux, les soldats français qui arrivent de territoires que ces ruraux reprochent aux ruraux, aux locaux de ne pas entretenir les terres, ils sont complètement à l'écart des problèmes des années précédentes. Donc, j'en viens maintenant, par des photos, je voulais vous montrer les lieux fréquentés par les Français. La rue Egnatia, en fait, est le lieu de rencontre de toutes les communautés. Donc, les Français ont plutôt de la sympathie pour les communautés installées sur les pentes de la ville, par opposition à la ville dite européenne, commerciale, qui représente des gens, l'attrait de l'argent, et dans le rapport aux Turcs, par exemple, ils rencontrent des Turcs, il n'y a aucun problème de communication avec les Turcs. Ils les trouvent même plutôt plus sympathiques que les autochtones qui étaient censés les accueillir. Donc, je vais passer vite sur quelques photographies pour en venir à ma conclusion. Donc, je vous laisse les cinémas. Alors, ce que je voulais dire en montrant ces photos, c'est que les photographies, il y a un décalage énorme entre les photographies envoyées et les lieux fréquentés par les soldats. Autant le centre de Salonique était fréquenté par les officiers et par les services de l'arrière, autant les soldats du rang ont été écartés rapidement, ne serait-ce qu'économiquement, par les prix pratiqués dans le centre-ville. D'ailleurs, la ville leur a été consignée, ils avaient l'interdiction, ils étaient dans le camp de Zaïtelnik, ils avaient l'interdiction d'aller en ville, car il y avait eu des rixes avec des Grecs dès les premiers jours, et si certains venaient dans ce quartier, c'était tout à fait occasionnellement. En tout cas, ce quartier leur était interdit. Donc, le quai de la Victoire est en fait un lieu d'exposition des trophées, dont le fameux Zeppelin qui a déjà été montré. Je passerai vite sur ces cartes colorisées. Le Mest français, qui avait une très grosse réputation et qui a été incendié. Les quartiers donc des hauteurs avec où les soldats côtoient des populations locales, et ils envoient des cartes postales comme si finalement que de Salonique, que de la ville,
alors qu'ils sont dans les montagnes, ces hommes, ils sont dans les montagnes à partir de 20 km, c'est le désert et la désespérance. Le camp de Zeitenlik, le problème du paludisme, qui en fait, le paludisme a tué davantage que le feu dans l'armée d'Orient. Et je vais en venir, à partir de cette information, à ma conclusion. Dans les soldats du rang se voyaient réserver le quartier dit du Vardar, près de la gare des Orientaux, où étaient les loisirs qui étaient à la portée de leur bourse. Le grand incendie, alors, autre chose intéressante, le grand incendie, il y a beaucoup de compassion, d'aide aux populations touchées. Merci. Il faudra conclure bientôt. Je le fais. Mais ce grand incendie de Salonique est vu en fait comme une punition divine qui s'est abattue sur le monde de l'argent. Et certains commentaires de soldats français, voilà un soldat français qui a dessiné le périmètre concerné par l'incendie. Alors donc voilà des populations bulgares représentées, des soldats de fiction, des cartes postales envoyées, et je terminerai par la vision que ces hommes ont envoyée en France. Quelle vision du front d'Orient quand on connaît ce qu'a été ce front. Ils envoient des cartes postales en couleur comme celles qui étaient envoyées des stations balnéaires et des lieux de résidence touristique. L'utilisation de la couleur qui ne l'a pas été en France. Des populations d'opéra, dignes d'opéra, des types de personnages. Alors, il y a des éditeurs de Marseille qui ont utilisé des photos prises dans les colonies françaises pour les plaquer sur la campagne d'Orient. Donc, nous avons là un magnifique exemple de mendiants macédoniens. Également pour les femmes, toutes ces photographies sont prises, en fait, ont été prises dans les colonies d'Afrique noire françaises. Le thème des femmes, des rencontres de femmes à La Fontaine est extrêmement présent dans les corpus de cartes postales. Et puis, je terminerai par le thème de l'Orient. Cet éditeur de Marseille a réussi à détourner la grotte bosquée de Cordoue, de même que l'Alhambra de Grenade, avec des commentaires sur la campagne d'Orient. Et les soldats ont envoyé ces cartes et au dos de certaines, on lit « Certains ont peut-être... Je n'ai pas vu ce palais, mais peut-être que certains les ont vus. » Ainsi, les monastères du Mont Athos sont considérés comme des palais également, qu'ils n'ont jamais vus, bien sûr. Et je terminerai sur 2 cartes. Je me porte très bien, je vais bien. Jusqu'en 1965, on donne encore une image de la campagne d'Orient tout à fait déformée. Cette carte postale, encore quelque temps à rester dans ces pays maudits, puis on les quittera pour toujours. Et je vous remercie de votre attention et d'avoir débordé. Je remercie Monsieur le Président d'avoir débordé de mon sujet. C'est plutôt à moi de vous remercier, Francine, pour cette esquisse adéquate, si j'ose dire, du profil du combattant français. Je m'en veux de vous avoir demandé d'abréger, tellement votre exposé était captivant, mais il y a quand même certaines limites imposées par les organisateurs.
le profil du combattant où la culture classique, l'illusion, l'orientalisme, la démythification, l'expérience du combat forment un ensemble difficile à départager, n'est-ce pas? En tout cas, merci infiniment.